La Côte d'Ivoire retient son souffle. L'ONU vient de rejeter les requêtes de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo, deux figures majeures du paysage politique ivoirien. Derrière ce refus, se cache bien plus qu'une simple décision administrative, un signal fort, un message diplomatique qui pourrait redessiner les équilibres du pouvoir. Pourquoi ce rejet? À qui profite réellement cette décision? Et surtout, que révèle-t-elle de la nouvelle stratégie de l'ONU face à la Côte d'Ivoire? Reste jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se joue en silence. Like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Radié de la liste électorale par la justice de son pays pour une supposée double nationalité, Tidjane Thiam a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui, sans se prononcer sur le fond, a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de garantir son droit de participer à la vie politique. Pourtant, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle a été publiée, mais son nom n'y figure pas. Que vaut alors la décision de l'ONU? Est-elle obligatoire? Peut-elle avoir un impact concret sur le processus électoral en cours? Pour en parler et pour comprendre les contours de cette décision, nous recevons Maître Didier Kakou, avocat au barreau de Paris. Bonsoir. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Pour commencer, Maître, pouvez-vous nous rappeler très concrètement ce qui s'est réellement passé? Pourquoi M. Thiam a-t-il été radié de la liste électorale et comment cette affaire a-t-elle fini devant les Nations Unies? Très bien. Alors, M. Tidjane Thiam était donc inscrit sur les listes électorales en Côte d'Ivoire depuis 2022. Il se trouve qu'à la faveur de la révision de la liste électorale en 2024, des requérants ont saisi le tribunal d'Abidjan pour contester son inscription sur cette liste, au motif que M. Thiam était de nationalité française et qu'il s'était inscrit sur cette liste-là en possédant la seule nationalité française. Et que dans ces conditions-là, dès lors que la liste électorale et le code électoral prévoient que sont inscrits uniquement les Ivoiriens, M. Thiam s'est inscrit sur cette liste en étant de nationalité française, devrait en être expurgé. Le tribunal d'Abidjan, dans une décision rendue le 22 avril 2025, a fait le constat de ce que M. Thiam était de nationalité française au moment de son inscription sur la liste électorale et a ordonné, par une décision insusceptible de recours, son exclusion de la liste électorale, ce qui a été acté par la liste électorale définitive publiée début juin. Parce qu'on se rappelle quand même qu'il s'était fait naturaliser, c'est ça, qu'il y avait un décret de naturalisation de février 87 qui existait, lorsqu'il excluait d'office en fait on va dire, il perdait d'office la nationalité ivoirienne, c'est cela? C'est la lecture qui est faite par le tribunal d'Abidjan. Le tribunal d'Abidjan considère que M. Thiam, ayant acquis par décret la nationalité française en 1987, en application de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne, avait perdu de plein droit et par le seul effet de l'acquisition de cette nationalité française, la nationalité ivoirienne. Et donc le tribunal en a tiré des conséquences pour en déduire qu'il n'étant plus ivoirien, il devait purement et simplement être radié de la liste électorale. Pourquoi il fallait attendre ce moment? Il fallait attendre le moment des élections. On pouvait le faire depuis longtemps. Bien sûr. Radier depuis longtemps. Bien sûr, puisque M. Thiam était inscrit sur cette liste-là quand même depuis 2022. Oui. Il n'est radié qu'en 2025 pour une raison qui est toute simple. C'est que le débat sur sa nationalité a pris davantage d'ampleur lorsqu'il a matérialisé son projet d'être candidat à l'élection présidentielle. Et donc, à partir du mois de mars 2025, M. Thiam a annoncé qu'il renonçait effectivement à sa nationalité française. Et donc, un certain nombre de personnes ont saisi l'occasion pour se renseigner sur les conditions à travers lesquelles il a bénéficié de la nationalité française. Très bien. Est-ce qu'on peut y voir là une décision qui est beaucoup plus politique que juridique? Vous ferez une idée toute précise à partir de cet élément-là, à savoir que le juge ici a excédé ses pouvoirs, puisque le juge a statué sur une question de nationalité alors qu'il était saisi d'une question qui ne relevait pas de son office, de son domaine. Donc oui, naturellement ici, à partir de ce constat qui est très clair, on peut considérer que cette décision-là a un caractère plus politique que juridique. Donc on peut confirmer que M. Thiam a eu raison de saisir le comité des droits de l'homme. Mais Maître, j'ai une question. Que sert ou c'est quoi réellement le comité des droits de l'homme? C'est quoi exactement? C'est une juridiction internationale? Alors, ce n'est pas une juridiction au sens où pourrait s'entendre donc la Cour pénale internationale, la Cour de justice de l'Union européenne. Non, on est sur ici un organe de surveillance des droits civils et politiques qui sont donc des instruments ratifiés par un certain nombre d'États. Ici, la Côte d'Ivoire a ratifié et a accepté donc ce protocole additionnel ainsi que le pacte international
international des droits civils et politiques et donc pouvait ici naturellement s'attendre à ce que M. Thiam saisisse ce comité-là, dès lors qu'ici il s'agit d'un droit de vote et d'éligibilité qui est donc un pendant de droits civils et politiques. On pouvait donc légitimement s'attendre que dès lors que les voies de recours en Côte d'Ivoire n'existent plus ou en tout cas sont expirées, M. Thiam se déporte vers cette quasi-juridiction. D'accord, très bien. Donc si on comprend bien, le Comité des droits de l'homme ne juge pas. Son rôle, c'est juste d'éclairer, d'alerter et de rappeler les principes garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Maître, venons sur... on va dire, sur la décision, sur le fond même de la décision, même si on sait qu'il n'y a pas encore une décision. Oui, il n'y a pas de décision. Sur le fond. Que dit précisément cette décision du Comité des Nations Unies? A-t-il tranché en faveur de M. Thiam? Alors, nous n'avons pas encore de décision au fond, puisqu'il s'agit là ici d'une requête qui a été immédiatement accentuée par une demande de mesures provisoires auxquelles le comité n'a pas fait droit. Le comité a cependant ici invité l'État de Côte d'Ivoire à garantir les droits civils et politiques de M. Tidiane Thiam sans faire droit aux mesures provisoires qui avaient été demandées. On peut s'interroger, puisque lorsque le comité invite l'État à s'en emparer, c'est parce que le comité, dans sa lecture, fait le constat qu'il y a quelque chose qui est susceptible d'être irréparable, la participation de M. Thiam à l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là aussi, quelque part, d'une victoire juridique pour monsieur Thiam ou seulement un avertissement moral vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire? C'est une victoire juridique. On peut la lire comme telle. C'est une victoire juridique, puisque, rappelez-vous, en août 2018, M. Lula Inácio da Silva, président du Brésil, avait obtenu, alors même qu'il était détenu, une décision similaire du comité. Exactement. Et le comité avait donc invité le Brésil à prendre toutes les mesures utiles pour garantir sa participation à l'élection présidentielle qui avait été faite. Donc c'est une victoire juridique. La question ici, c'est que s'agissant d'une invitation et donc d'une recommandation, la Côte d'Ivoire, il lui était parfaitement loisible d'appliquer ou de ne pas appliquer cette décision. Très bien, Maître, merci pour cette transition. Question essentielle que tous les Ivoiriens, j'imagine, se posent. La Côte d'Ivoire est-elle obligée de respecter cette décision et quelle est la véritable valeur juridique des décisions du Comité des droits de l'homme des Nations Unies? Alors, très bien. La Côte d'Ivoire a une obligation qui serait ici de l'ordre de la morale, puisque ce n'est pas une décision coercitive. Ce n'est pas une décision coercitive. On nous le dit très clairement, c'est une invitation. Parce que ce n'est, je vous le dis. Parce qu'on entendait chez les partisans de M. Thiam, on disait que le comité en juin. Non, il n'y a pas eu d'injonction, il y a eu une invitation. Et la terminologie ici, elle est très importante. On invite l'État de Côte d'Ivoire, qui a volontairement ratifié et signé son appartenance au pacte international des droits civils et politiques, au protocole additionnel. Donc on lui dit, vous l'avez fait, très bien, nous vous invitons à garantir les droits civils et politiques d'un plaignant qui a effectué tous les recours possibles en interne. Très bien, Maître, merci. Le comité demande de garantir les droits politiques de M. Thiam, mais la liste électorale est déjà publiée. Son nom n'y figure pas. Alors concrètement, est-ce encore possible? Il y a une possibilité. Cette possibilité-là, elle est constitutionnelle. Vous avez l'article 73 de la Constitution ivoirienne qui prévoit que le président de la République peut utiliser, lorsque l'intérêt de la nation le suppose, utiliser les pouvoirs que lui confère cet article-là pour prendre des décisions à caractère exceptionnel, en consultant le Sénat, en consultant l'Assemblée nationale. Donc, en utilisant les leviers prévus par cet article 73 qui, rappelons-le, a déjà sévi en Côte d'Ivoire, puisque à l'époque, le président Laurent Gbagbo avait justement utilisé l'article 48. C'est l'article 48 qui est devenu article 73. Si le président de Ouattara s'emparait de cet article 73, il aurait très bien pu, alors même que la liste électorale définitive a été publiée, il aurait pu faire de M. Thiam un candidat à cette élection présidentielle. Très bien, Maître. Certains parlent d'ingérence, dont les affaires intérieures de Côte d'Ivoire. Que dites-vous de cela? Et le comité a-t-il dépassé en quelque sorte ses pouvoirs pour donner injonction à la Côte d'Ivoire? Le comité n'a dépassé en aucun cas ses missions et ses fonctions. La lecture de cette ingérence-là, elle est critiquable. Pourquoi? Parce que c'est volontairement et librement que la Côte d'Ivoire a ratifié ce pacte et ce protocole additionnel. À partir du moment où un État fait le choix de reconnaître donc ces instruments-là, il s'attend légitimement, en tout cas il doit s'attendre légitimement, à ce que le citoyen qui s'estime lésé dans ses droits puisse les saisir. Et donc on ne peut pas ici, avec cette lecture-là, parler d'ingérence, il n'y en a pas. Merci, Maître. Après janvier 2026, quand la Côte d'Ivoire aura présenté ses observations au niveau du comité,
Que pourra-t-il se passer? Que pourra-t-il se passer? Plusieurs choses. Il peut y avoir, si le comité estime, lors de l'une de ces sessions, puisque c'est 18 experts juridiques qui doivent statuer, il y a 3 sessions annuelles, notamment en juin, en octobre, si le comité estime que les droits de M. Thiam ont été violés, il peut y avoir une condamnation d'ordre pécuniaire, une indemnisation de M. Thiam, il peut y avoir une dénonciation des instruments, donc invitation à reformer un certain nombre de mesures, notamment peut-être ici le code électoral. Mais bon, pour M. Thiam, est-ce que ça aura encore du sens alors que le scrutin de 2025 sera arrivé à son terme? Dernière question, Maître. Est-ce qu'on peut encore attendre un revirement de situation? Aujourd'hui, on voit l'actualité, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut encore attendre, en fait, on peut voir encore un revirement de situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire où on va revisiter encore les listes électorales et puis peut-être in fine inscrire M. Thiam? En toute objectivité, cela paraît peu probable pour plusieurs raisons. Vous avez d'abord un calendrier constitutionnel qui fixe le premier tour de l'élection au 25 octobre 2025. Le collège électoral aujourd'hui en Côte d'Ivoire a été convoqué. La campagne a débuté depuis le 10 octobre dernier. Et donc aujourd'hui, tous les candidats retenus sont en campagne. Et donc il paraît, au constat de ces éléments et de ces indicateurs, difficile de voir, d'imaginer que le processus électoral soit suspendu. Cela serait possible, cela dépendrait ici du président de la République qui pourrait s'emparer de cet article 73. Maintenant, il faut aussi... Ou sinon faire grâce aussi, jouer de son droit de grâce, gracier Tidjane Thiam peut-être. Oui, mais Tidjane Thiam n'est pas sous l'effet d'une condamnation pénale. Donc ce serait vraiment un article 73 ici pour suspendre exceptionnellement le processus électoral, permettre la réintégration de tous les acteurs, puisque M. Thiam, à l'instar du président Laurent Gbagbo, ont bénéficié de cette décision. Maintenant, aujourd'hui, en sachant que par le passé, la Côte d'Ivoire n'a pas appliqué des décisions qui, elles, étaient coercitives, à savoir celle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'égard du président Laurent Gbagbo et de M. Guillaume Soro, on peut légitimement se dire que la Côte d'Ivoire n'appliquera pas ces décisions, en tout cas en l'état vis-à-vis de M. Tidjane Thiam. Merci beaucoup, Maître. Entre droit et politique, l'affaire Thiam rappelle que la démocratie n'est pas qu'une question de bulletin de vote, mais aussi de respect des règles. L'ONU a parlé, la Côte d'Ivoire répondra-t-elle? C'était Afro Droit. À très bientôt pour un nouveau numéro.